de demain. Le monde de demain, il s'en occupe tous les jours, il nous l'a prouvé, il nous a fait partager son expérience depuis les étoiles, depuis l'espace. C'est Thomas Pesquet que vous attendez tous et qui, j'espère, est arrivé. Je crois l'apercevoir. Alors, il nous avait promis hier soir de venir en tenue parce que nous l'avons vu hier, il était en civil et comment vous dire ? Personnellement, mon admiration a été entière, mais lui-même a avoué que dans ses contacts avec le grand public, c'est vrai que quand on le voit arriver en civil, il y a comme une petite attente qui est déçue. Donc ce soir, il est en tenue et il va venir vous parler de son expérience. Thomas Pesquet, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Et vous êtes accompagné de Blaise Mao qui se cache, mais qui mérite quand même vos applaudissements. Zuzbek et Erika, le magazine du futur. C'est à vous, Thomas. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis Thomas Pesquet. En 2017, j'ai eu la chance de vivre 196 jours dans la Station Spatiale Internationale, de vivre mon rêve d'enfant. Alors, on me demande souvent comment ça va. Ben, ça va bien. J'avais pris 4 cm de taille dans la station. Je les ai reperdus. J'avais perdu 7 kilos, je les ai repris. Voilà. Moi, je suis venu ici ce soir pour vous parler un peu de cette mission, pour vous dire que l'exploration spatiale et la recherche spatiale, c'est important aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain. Et puis, peut-être, je l'espère, pour vous faire rêver un peu avec quelques belles images. Right here, you're getting a really good view from Thomas Pesquet. Thomas, at this point, you are going to ingress the airlock. All of the primary tasks have been completed. Alors tout ça, c'est des belles images de l'espace, mais d'aller dans l'espace, c'est très difficile. Cette aventure, elle a commencé il y a extrêmement longtemps, elle a commencé quand j'étais petit, mais il a fallu apprendre le russe, il a fallu apprendre tous les modules de la station spatiale. C'est compliqué, il faut connaître tout ça par cœur, donc énormément de cours théoriques, de cours pratiques, des centaines d'heures de cours. La vie d'astronaute, c'est beaucoup en salle de classe. Et puis, c'est difficile, mais c'est aussi dangereux d'aller dans l'espace. On risque sa vie, on l'oublie parfois, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer au décollage, pendant le vol et à l'atterrissage. Donc il faut être préparé, il faut s'entraîner pour ça, et c'est pour ça qu'on se met dans des conditions un peu spéciales, des stages de survie, des stages en spéléologie pour connaître ses limites, pour connaître ses partenaires, que ce soit dans le froid de l'hiver russe, en spéléologie ou en milieu aquatique. Il faut apprendre à se dépasser, il faut étudier en profondeur et pour un jour être prêt à partir dans la station spatiale. On s'est mis sous l'eau, en Floride, on s'est mis dans des grottes, on s'est mis au milieu de l'hiver, on a fait tout ce qu'on a pu pour tester nos limites. On a découvert aussi l'impesanteur grâce à un vol parabolique avec ma promotion d'astronaute. Il faut dire que c'est la première fois que l'Europe sélectionne elle-même une classe d'astronautes européens et ne sélectionne pas les champions individuels. Donc c'est un vrai beau projet européen qui marche bien. L'Europe au jour le jour, ça marche pour nous au Centre des astronautes. Ce projet, il est international. On s'est entraîné partout dans le monde. Moi, avant d'aller dans l'espace, j'avais déjà fait au moins 2 ou 3 fois le tour de la planète, rien que pour m'entraîner. Et puis il a fallu devenir un petit peu médecin dans la station spatiale. On fait face à tous les aléas. Il faut devenir un peu ingénieur, un peu mécanicien, un peu plombier, un peu réparateur, et puis aussi un petit peu plongeur sous-marin pour les entraînements en piscine qui se passent avec ce scaphandre qui pèse 150 kg environ pendant 6 heures. Chaque mouvement est difficile, c'est comme une armure pour le haut du corps, et chaque fois qu'on serre la main, c'est comme si on écrasait une balle de tennis. Donc il faut être aussi un petit peu sportif. On s'entraîne en centrifugeuse pour pouvoir encaisser tout simplement les accélérations, les décélérations du décollage et de l'atterrissage. Il faut être finalement un petit peu pilote,
Parce que pour accéder à la station spatiale, on décolle avec le Soyouz russe et ça se maîtrise un peu comme un avion. Donc ça nécessite des centaines d'heures de simulateurs pour faire face tout simplement aux pannes des plus simples aux plus compliquées, comme par exemple un départ de feu dans un milieu aussi confiné qu'une petite capsule de Soyouz. Donc après 7 ans de ce menu assez intense, il était temps de commencer ma mission. Je l'ai appelée Proxima. Du nom d'une étoile, mais aussi pour signifier de la proximité que je voulais entretenir avec les gens pendant cette mission. Cette mission, elle a décollé donc, du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, dernière vérification. Et puis, entouré de mes proches, dans la nuit glaciale d'un soir de novembre, il a fallu s'envoler vers l'espace. Donc ça, c'est des souvenirs évidemment inoubliables et des sensations qui me resteront toute ma vie. 8 minutes d'accélération sur la fusée, collé à son siège, ensuite 2 jours dans le volume confiné du Soyouz, à peu près comme une Fiat 500, avant de rejoindre la station spatiale comme dans un film de science-fiction et d'ouvrir le SAS pour retrouver mes collègues et amis avec qui on était prêt à travailler. Cet équipage que vous voyez ici un peu en accéléré, il est international, je l'ai déjà dit, coopération entre des astronautes américains, des cosmonautes russes, un Français dans mon cas, mais on aurait pu avoir un Italien, on aurait pu avoir un Allemand, un Canadien, un Japonais qui ont décidé ensemble de faire de la recherche à bord de la station spatiale. La station spatiale, c'est un laboratoire de recherche où on fait des expériences qui sont impossibles à faire sur Terre. On utilise les propriétés de l'impesanteur pour voir des phénomènes qui sont cachés sur Terre et on essaie de faire avancer le progrès. On voit ici travailler avec un système de positionnement automatique dont on se servira au final pour équiper des satellites pour nettoyer l'orbite basse de débris spatiaux. Ces débris spatiaux qui sont une menace pour nous et qui sont malheureusement le résultat de l'activité de l'homme. L'activité de l'homme, moi je l'ai vue depuis la station spatiale, j'en ai pris des photos. On voit malheureusement les signes du changement climatique, la fonte des glaces, les coupes dans la forêt amazonienne, la pollution des rivières, la pollution des villes. J'ai voulu en témoigner. 2 heures de sport par jour dans la station spatiale pour rester en bon état. Ça, c'était notre quotidien pendant 196 jours. La station spatiale, c'est aussi, et ça c'est très nouveau, c'est une plateforme d'accès à l'espace. Vous voyez ici sur ces images, travailler avec un lanceur de nanosatellites. Ces nanosatellites sont des petits cubes de la taille d'un Rubik's Cube ou un peu plus grand, qui sont des satellites autonomes et qui sont conçus en fait, du fait de leur coût très faible par des petites entreprises, des startups ou même des universités. Donc ça donne l'accès à l'espace à des gens qui ne l'auraient jamais eu à bas coût grâce à la station spatiale et ça permet, on l'espère, d'inspirer des nouvelles générations pour rejoindre des progrès scientifiques et techniques. La station spatiale, lieu de vie. Donc on a vu la table à manger, on a vu ma chambre à coucher et le soir ou le dimanche, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi j'avais choisi d'emmener avec moi un peu de musique, d'emmener mon saxophone. J'ai vraiment pas la prétention d'en jouer correctement, mais je trouvais que dans un univers au final très froid, très scientifique, très technique, il fallait laisser un peu la place à autre chose, à de la littérature, à de la musique, à de la poésie, pourquoi pas. Mais on n'a pas beaucoup de temps libre dans la station spatiale, malheureusement. On reprend le travail très rapidement. On me voit ici travailler avec le système de contrôle d'un rover à distance, par retour de force. Ça, on l'utilisera un jour sur une autre planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la station spatiale, on fait de la recherche pour la Terre, et ça, on va en reparler, mais on fait aussi de l'exploration. La station spatiale, ça nous sert à apprendre comment vivre dans l'espace, comment s'approprier cet environnement complexe pour un jour pouvoir aller le faire plus loin. C'est grâce à la technologie, grâce à ce qu'on fait en ce moment dans la station spatiale qu'on ira un jour sur Mars. Mars, c'est la destination sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord. On veut tous aller sur Mars, peut-être retourner sur la Lune comme étape intermédiaire, mais Mars, ça nous apprendrait énormément sur la vie, comment elle apparaît, comment elle disparaît, est-ce que ça peut nous arriver à nous, et au final, c'est des questions un peu fondamentales sur notre place dans l'univers. Mais pour l'instant, dans la station spatiale, on est dans la banlieue de la Terre, 450 km, c'est pas très loin. On est ravitaillé par des cargos automatiques qui sont attrapés par les astronautes au moyen d'un bras robotique de 17 mètres de long. Alors, c'est toujours un moment très sympa d'avoir un cargo qui vient nous ravitailler, parce que ça veut dire évidemment de l'oxygène, de l'air, de la nourriture, des vêtements, des pièces détachées, mais aussi parfois des mots des familles ou des cadeaux. Moi, j'ai eu la chance de vivre mon anniversaire à bord de la station spatiale, et on m'a envoyé des cadeaux par cargo, par véhicule, par vaisseau spatial, donc c'est quand même pas mal. Mais un vaisseau spatial nous amène aussi des expériences. On me voit ici dans le module européen Columbus de la station spatiale, travailler avec une expérience de physiologie.
Celle-là, elle va nous aider à comprendre finement le comportement des muscles qui s'atrophient pour les astronautes en orbite. Et ça nous permet d'aider à traiter au sol les gens qui ont des pathologies musculaires, comme par exemple la myopathie de Duchenne. On a, sur une mission spatiale de 6 mois, des milliers de scientifiques, 200 expériences environ, dont 55 européennes, 17 contrôlées directement par la France, dans à peu près tous les domaines de la science, de la biologie à la science des matériaux. On étudie le comportement des fluides. Alors ça, c'est pas seulement pour faire des effets visuels avec une capsule qui ressemble un peu à un médicament géant, là, comme vous voyez. On étudie ça parce que ça va nous permettre de comprendre le comportement des fluides en finesse, et ça nous permet de faire des moteurs plus performants pour les injecteurs de carburant, par exemple, et qui sont au final meilleurs pour l'environnement. Ça nous permet aussi, en étudiant les fluides, de comprendre un peu mieux notre océan, de comprendre le mouvement des fluides à grande échelle, parce qu'au final, si on va dans la station spatiale, si on va dans l'espace, c'est pour mieux comprendre la Terre et pour se l'approprier. Expérience finalement de neurologie. Une caractéristique importante de l'espace, c'est que les modifications dans le cerveau des astronautes, pour s'adapter à ce nouvel environnement, elles sont un peu uniques à l'âge adulte dans le monde. On ne peut pas recréer ça ailleurs. Ça intéresse beaucoup les chercheurs qui vont faire une cartographie du cerveau, des branches et qui se débranchent. Et ça permet, encore une fois, d'aider les gens qui ont des problèmes, des pathologies neurologiques ou des grands accidentés de la route sur la Terre. Voilà, d'aller dans l'espace, ça permet aussi d'être parfois un peu créatif avec son dîner. C'est vrai qu'on avait parfois tendance à jouer avec la nourriture. Une des expériences les plus magiques qui m'ait été donnée de vivre, c'est la sortie en scaphandre. Alors la sortie en scaphandre, dans le vide spatial, c'est énormément de travail avant de sortir, des heures et des heures pour être sûr que tout est sûr. Pourquoi? Parce que l'environnement spatial, c'est l'environnement le plus hostile qu'on puisse imaginer. Donc c'est un vide total, pas de pression, pas d'oxygène, c'est des températures qui oscillent entre -100 plus 150 degrés, c'est le rayonnement non filtré par l'atmosphère, 450 km de vide, on vole à 28 000 km/h, donc on ne peut pas imaginer pire. On est protégé de ça juste par son scaphandre et aussi par l'aide des gens du centre de contrôle qui sont là pour nous diriger et pour nous aider dans cette sortie extravéhiculaire. Donc cette sortie, pour moi, c'était l'occasion de comprendre à quel point la station spatiale, elle était complexe, comme vous le voyez sur ces images, mais aussi à quel point c'était une réussite magnifique de la coopération. Les modules sont tous de nationalités différentes. Ils ont été fabriqués par des ingénieurs allemands, français, américains, russes, japonais, canadiens, qui ne se connaissent pas, qui ne parlent même pas la même langue, qui ne se sont jamais rencontrés. Même ces modules, ils se sont rencontrés, ces modules uniquement en orbite où ils étaient assemblés. Et malgré tout, malgré toutes les difficultés, dans cet environnement incroyable à 28 000 km autour de la Terre, 450 km d'altitude, ça marche. Et c'est un des exemples, je pense, les plus frappants de coopération internationale. Il n'y a pas d'autre endroit qui unit les pays dans une coopération aussi visible et aussi ambitieuse. C'est ce que je me disais en contemplant le spectacle quand j'étais perché tout en haut de la station spatiale et que j'avais un petit peu le vertige. Donc 6 mois d'une mission très intense, mais un beau jour de juin de l'année dernière, il a été temps de rentrer sur Terre, donc un moment un peu spécial. J'étais heureux de retrouver mes proches, évidemment, mais j'étais triste de laisser mon équipage derrière moi. Ils sont encore dans la station spatiale, ils redescendent dimanche, donc j'ai hâte de les retrouver. Je vais être là à Cologne quand ils vont venir nous rejoindre. Et la rentrée atmosphérique, le moment le plus dynamique, voire violent du vol, retour, séparation du véhicule, freinage atmosphérique, la capsule qui brûle dans l'atmosphère, l'impact sur la Terre, et puis les équipes de secours qui nous récupèrent dans la steppe du Kazakhstan. Tout de suite, on est aux mains des médecins. On ne se sent pas très bien à ce moment-là. Vous voyez que je suis soutenu par des médecins. Retour au centre des astronautes à Cologne. Et là, il s'agit pendant quelques semaines de finir la mission, médicalement, subir énormément d'examens médicaux, mais aussi scientifiquement pour des prélèvements sur mon corps et pour se remettre en forme en attendant la prochaine mission. Voilà, alors moi je voulais... Moi, je voulais vous dire que ce rêve, qui était mon rêve d'enfant, j'ai mis 20 ans à le réaliser. Mais que si j'ai pu le réaliser, si j'ai pu aller dans l'espace l'année dernière, cette année, c'est parce qu'il y a 20 ans, justement, il y a des gens qui étaient visionnaires, qui étaient optimistes, qui ont décidé un peu partout dans le monde à la fois de construire une station spatiale. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands projets ne se font pas en un jour. Donc il faut être patient, qu'il faut être persévérant, mais aussi que je pense aujourd'hui, on a la responsabilité, nous, de créer les rêves de demain. Que ce soit sauver la planète ou aller sur Mars. Moi, c'est à ça que je vais me consacrer
dans les mois, dans les années qui viennent. Et puis je vous engage chacun à trouver un projet qui vous passionne, un projet qui vous dépasse, à vous investir pleinement. Et je vous donne rendez-vous dans 20 ans et je vous garantis que vous aurez chacun un petit peu changé le monde. Merci. Merci. Bonsoir Thomas, merci pour cette présentation riche, très riche en informations, c'était concis et efficace. Il y a un ou deux points quand même où je voudrais qu'on prenne le temps sur lesquels je voudrais qu'on prenne le temps de revenir. Il y avait cette phrase que disait il y a à peine un mois Johann Dietrich Werner, le président de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Il disait que Thomas Pesquet n'est pas un astronaute français, mais un astronaute européen, de nationalité française. Et on l'a un peu oublié, parce que c'est vrai que depuis que vous êtes rentré, vous êtes un peu l'icône tricolore. Comment on se sent là-haut? Est-ce qu'on se sent français, parce qu'on est un Français parmi d'autres nationalités? Est-ce qu'on se sent un Européen? Est-ce qu'on se sent un humain? Ou est-ce qu'on se sent un terrien? Eh ben, j'ai envie de dire ça change un peu au fur et à mesure qu'on avance dans la mission. Mais déjà au sol, c'est vrai que nous, on a été, comme je l'ai dit, recrutés en tant qu'Européens. On a tous une nationalité, évidemment, mais quand même, on est au niveau européen. Et ça, c'était la première fois. Moi, à l'Agence spatiale européenne, dans mon bureau, je partage mon bureau avec un Allemand, il y a un Anglais en face, un secrétaire est italienne, le chef est belge. Et ça marche très très bien. C'est vrai qu'on a tendance à fustiger un peu l'Europe parfois, mais au moins dans le spatial, c'est vraiment une success story. Pourquoi? Parce que les projets spatiaux sont des projets qui dépassent souvent le cadre national et qu'on est obligé de les réaliser en coopération. Et ça marche bien. C'est difficile, évidemment, il faut s'entendre, mais ça marche très très bien. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, dans la station spatiale, en regardant la Terre, eh ben, ce qui frappe, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais j'aime bien le dire quand même, c'est qu'on ne voit pas les frontières. On ne voit tellement pas les frontières qu'il y a des villes que j'avais du mal à prendre en photo parce que je n'arrivais pas très bien à les situer. Sur la carte, c'est facile, c'est juste à côté du gros trait rouge. Mais évidemment, moi, dans ma station spatiale, je n'avais pas le gros trait rouge. Donc on ne voit pas les frontières. On ne voit rien de tout ça et on sent vraiment un peu citoyen de la Terre. On parle un peu toutes les langues dans la station spatiale, russe, anglais. Moi, j'essaie de leur apprendre un petit peu de français, sans trop de succès, mais j'ai quand même essayé. Et voilà, donc vraiment, on rentre avec une espèce de conscience de la fragilité de la Terre. On sent vraiment citoyen de la Terre. Et il n'y a pas de Brexit dans l'espace, puisque les Anglais sont plus que jamais dans l'ESA. Oui, voilà, il n'y a pas eu de space Brexit encore. Est-ce que c'est pas là-haut, je lis une interview de vous récemment aussi, vous disiez, on se rend compte de la finesse de l'atmosphère, quand on voit l'atmosphère depuis là-haut. Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer dans l'ISS des chefs d'État un petit peu trop belliqueux ou des complotistes qui pensent que la Terre est un peu trop plate ou non? Ça ne serait pas une idée peut-être à titre purement éducatif? Non, alors c'est un super projet. Je ne suis pas sûr qu'on va trouver les fonds pour le faire, mais non, moi c'est vrai que parfois il y a des débats qui me surprennent parce qu'on me dit oui, mais la Terre est plate, elle est pas ronde. Je me dis comment c'est possible de dire ça aujourd'hui? Puis moi je l'ai vu, donc vraiment c'est difficile d'expliquer ça et de prendre le temps de trouver les arguments. Mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Moi je le sais, j'en suis convaincu, j'essaie de l'expliquer. Oui, aller dans l'espace, c'est l'école un peu de la tolérance. Hein. Être enfermé pendant 6 mois avec des gens de nationalités différentes dans un milieu confiné, c'est la meilleure recette pour avoir des problèmes ou pour devenir un peu plus sage. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Nous, on n'a pas eu de problème, donc j'espère qu'on est tous devenus un peu plus sages. Oui, il faudra envoyer tout le monde dans l'espace. C'est pas possible malheureusement, mais c'est pour ça aussi que moi je reviens en parler, pour essayer de, par procuration, donner cette vision à tout le monde et puis leur dire ce que moi j'ai vu et ce que j'en conclus au final. Vous avez parlé de Mars comme prochain grand objectif. On a évoqué aussi en quelques mots la possibilité d'une base lunaire, peut-être comme étape intermédiaire. C'est quoi la progression dans les 10, 20, 30 ans qui viennent? C'est une base sur la Lune, un premier pas de l'homme sur Mars et après les exoplanètes? On peut y croire aussi à l'échéance d'un siècle peut-être? Oui, c'est ça. Alors, on a la station spatiale qui va bien nous occuper jusqu'en 2024 pour l'instant, peut-être un peu plus, mais c'est l'horizon de, on va dire, la fin des années 2020. Normalement, la station spatiale aura atteint la fin de sa vie. Ensuite, on va vraiment, on a dans l'idée un retour sur la Lune, mais de manière plus permanente, pas juste faire un petit saut de puce, être très très limité par les moyens, revenir très vite et au final pas avoir pu faire grand-chose. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller s'y établir.
utiliser les ressources in situ pour produire du carburant, de l'oxygène, des choses comme ça, et puis vraiment avoir le temps de faire la recherche qu'on a envie de faire, comme on le fait dans l'ISS avec des missions de 6 mois. Voilà. Comme je l'ai dit un peu dans ma vidéo, le but c'est Mars. Mars c'est la sœur jumelle de la Terre, hein, c'est la planète la plus hospitalière qui a distance raisonnable. Il y a vraiment plein de raisons d'y aller et on y travaille. Hein. C'est pas juste une élucubration de scientifiques ou un film de science-fiction. Je pense que dans 20 ans, et c'est pour ça qu'on en parle, on verra une mission internationale vers Mars. Alors on va peut-être pas s'établir tout de suite, mais le but à terme, à moyen terme, c'est de s'y établir, encore une fois, d'utiliser les ressources in situ. Dans un futur plus lointain, les exoplanètes, on sait qu'il y en a certaines qui sont hospitalières. Pour l'instant, on n'est pas en mesure d'y aller, mais si on trouve une propulsion qui nous permet de voler extrêmement vite, et ça, on n'en est pas très loin, eh ben, ça devient une réalité, oui, peut-être à échéance d'un siècle. Avec Thomas Pesquet dans l'équipage pour Mars, peut-être? Oui, pour Mars, oui. Dans un siècle, peut-être pas. Pour Mars, dans 20 ans, j'espère. Hein, j'espère. Merci beaucoup, Thomas Pesquet. Merci.